Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on réhabilite les chefs-d'œuvre oubliés du XXIe siècle. Salut, moi c'est Marie et je ne suis plus une fille et pas encore une femme. Et moi c'est Anaïs et ne savez-vous pas que je suis toxique ? Cette semaine, vous l'aurez peut-être compris, on revisite un grand classique de notre adolescence, de la mienne en tout cas. Ouais, moi je visite un grand classique de l'adolescence de beaucoup de gens, mais pas de la mienne. J'ai nommé Crossroads de Tamra Davis, écrit par Shonda Rhimes, sorti en 2002, et surtout c'est le film de Britney. Oui, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Je pense que dans la description, c'est le plus important pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est comme ça qu'ils vont l'identifier. C'est le film de Britney Spears. Donc c'est un film que tu n'avais pas vu Non, jusqu'à présent. très étrangement, parce que c'est ma génération quand même, j'avais 14 ans quand il est sorti. J'aimais beaucoup Britney, mais pas non plus à la folie, mais je l'aimais bien. En même temps, on découvre que tu connaissais pas Deep Wet Poète. Non, mais c'est marrant parce que par exemple, j'ai pas vu Spice World non plus, alors que j'étais ultra fan des Spice Girls. Donc je pense que j'avais une frontière assez délimitée entre les films, j'aimais beaucoup les films, et la musique. On s'est enregistré avant de regarder le film pour savoir justement ce que tu en savais ou pas. Que sais-tu de Crossroads ? Je sais que c'est un classique des années 2000, avec Britney Spears et Zoe Saldana et la meuf qui jouait celle qui avait des vilaines dents dans Orange is the New Black. Je sais que c'est un road trip. Je sais qu'elle chante I Love Rock and Roll de John Jett. Parce que je me souviens que je voyais beaucoup le clip sur MTV à l'époque et j'aimais beaucoup. Mais j'ai jamais vu le film. Voilà, je sais qu'il y a un mec aussi, mais voilà. Tu sais quelles autres chansons elle chante dedans ou pas ? Est-ce qu'elle chante I'm not a girl, not yet a woman ? Oui. Of course. C'est un peu le tournant du film dans mes souvenirs en tout cas. À quoi tu t'attendais avant de voir le film ? Un truc vraiment, vraiment nul. Un navet, quoi. Vraiment, enfin, pour moi, je pense aussi que c'est pour ça que je l'avais pas vu à l'époque, parce que, pour le coup, c'était l'époque où je commençais à lire beaucoup Studio, Première, des magazines comme ça. C'était l'époque de I'm a Slave for You, donc j'avais l'album et tout ça. Je me souviens très bien de cette époque au niveau musical, mais je commençais à développer un petit snobisme au niveau du cinéma. Et donc, je pense que c'est pour ça. Je pense que j'avais entendu que c'était vraiment, vraiment nul et que du coup, je suis pas allée le voir au cinéma parce que je me suis dit, je vais pas dépenser de l'argent pour ça. Et qu'après, pour le coup, quand c'est sorti au vidéoclub ou des choses comme ça, là, j'avais 15 ans sûrement, donc j'étais passée sur. C'était déjà un petit peu bâti. Ouais, puis surtout, enfin, j'étais en train de regarder Virgin Suicide, si tu vois ce que je veux dire, enfin, ou Kill Bill ou ce genre de truc. C'était un peu cette époque aussi où je commençais, donc, enfin, Crossroads, c'était pas possible, quoi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je suis bien d'accord. J'ai vu Kill Bill et Crossroads à la même époque. Non, mais je suis bien d'accord. Mais tu vois, c'était aussi ma grosse époque Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'au niveau du film, en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas dû le voir à l'époque. Et que j'avais une image très, très négative de ce film. Je pensais vraiment que c'était une grosse daube. Ouais. Et Britney, c'était quoi ton rapport à cette chanteuse merveilleuse ? Alors, bien moins intense que le tien, je pense, de toute évidence, vu ce que tu vas raconter dans quelques minutes. Je pense, par exemple, ma chanteuse préférée à l'époque, c'était Alicia Keys, tu vois. J'étais vraiment... J'étais fan d'Alicia Keys, elle était trop bien, son premier album. Ouais. Enfin, voilà. Mais Britney, je trouvais ça pas mal, j'aimais bien, tu vois, je connaissais toutes les chansons et j'avais son album, j'avais Oops, I Did It Again. Et je me souviens quand j'allais chez mes grands-parents, c'était eux qui avaient le câble, du coup, je pouvais regarder les clips musicaux et je me souviens de tous ces clips, pour le coup, ils ont vraiment marqué mon adolescence, quoi. Mais j'étais plus Madonna que Britney, ou plus Alicia Keys ou Destiny's Child, par exemple. J'écoutais beaucoup les Destiny's Child que Britney, quoi. Toi, quel est ton rapport avec Britney Spears ? Dis-nous tout. Bah non, mais je sais pas pourquoi, moi, Britney Spears m'a autant marquée. J'avoue que Britney, j'étais obsédée par elle, en fait. Je dois faire mon coming out de Britney Army, enfin, je sais pas comment ils s'appellent, ces fans, mais clairement, j'y appartenais à l'époque. J'ai 2 ans de moins que toi. Et moi, je me souviens que quand Britney est arrivée, j'étais en primaire avec Baby One More Time. Et je me souviens vraiment physiquement d'écouter la chanson pour la première fois et d'être en délire total et d'en parler avec des amis à la cour de récré. Enfin, c'était, je pense, un de mes premiers vrais crushs musicaux ou une de mes premières obsessions musicales parce que j'étais très jeune. Et en fait, il y a eu un moment où je pense que ça a vraiment coïncidé avec mon début d'adolescence. Parce qu'en 2002, quand le film est sorti, j'avais 12 ans. Ça commençait à être un petit peu la fin, en fait. Enfin, c'était le pic de Britney. Mais du coup, entre mes 8 et 11 ans, c'était la folie Britney. Et c'était vraiment l'âge qui correspondait, je pense, aux gens les plus intenses.
j'achetais le magazine 100% dédié à Britney. Et j'achetais effectivement What Magazine et je découpais toutes ces photos et tout. Et j'avais un classeur. Ah bah classique, moi j'avais ça pour Ouais. Buffy contre les vampires. Hein, donc, Bah voilà, moi j'avais un classeur Britney, d'ailleurs il doit toujours exister quelque part. Et j'avais mon poster où il y avait Britney d'un côté et Billy Crawford de l'autre côté. Et je changeais le poster de sens tous les mois. Waouh. Tu m'as raconté une anecdote un peu absurde au sujet de Britney. En fait, je me suis rendu compte en revoyant Crossroads avec toi que j'avais développé tout un scénario dans ma tête. Tu sais, quand t'aimes bien faire des scénarios un peu quand t'es gamin, Oui. toi aussi tu faisais ça. Évidemment, je le fais toujours. Hein. Ouais, mais bon, J'ai sauf écrit que là, un article là-dessus sur le fait qu'on développe des scénarios avant de dormir ou des choses comme ça, tu vois. Oui, et voilà, c'est sauf que typiquement là, ce genre de c'était des trucs d'aventure, enfin, tu vois, où souvent, bah, c'était lié à, je sais pas, Harry Potter ou ce genre de Oui, trucs. oui, bien sûr. Et en fait, moi, j'en avais aussi un qui était lié à Britney Spears. Et c'était que j'étais à la recherche de ma mère, ma vraie mère, cachée. Big up to Martine. Et je chantais hyper bien, mais personne ne le savait. Et je me découvrais un talent pour la chanson en chantant dans un bar. Et là, j'étais repérée par ma mère qui me retrouvait, qui se disait « Waouh, mais c'est incroyable, en fait, t'es ma fille. » Et cette mère, évidemment, c'était Britney Spears. Donc tu étais à la fois Britney Spears et la fille de Britney Spears. Exactement. Et le truc, c'est que tout ça, je savais que j'avais ce scénario dans ma tête, mais j'avais totalement oublié avant de revoir le film qu'il était lié au film, puisqu'en fait, c'est l'histoire du film. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que je pensais que j'avais ça dans ma tête quand j'avais 8 ou 9 ans, mais en fait, j'en avais 12. Donc, c'est un petit peu déprimant. Mais voilà, donc maintenant, vous en savez vraiment beaucoup sur ma vie. J'ai échappé à la basicness en ne regardant pas Friends toutes ces années, mais par contre, j'étais bien basique sur mon amour pour Britney. J'avais 12 ans, je voulais être elle. Je voulais être elle et à la fois être sa fille. Je sais pas par quel moyen scientifique, mais... D'ailleurs, on a vite réalisé pendant le film mon intensité avec Britney, et notamment, il y a un moment où elle se met à chanter une chanson qu'on pourrait qualifier de deep cut. Ah ouais, vraiment, c'est son catalogue très, très... Anonyme. Oui, il faut vraiment être fan, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment pas un de ses tubes, mais je me suis rendu compte que j'avais beau ne pas avoir entendu cette chanson depuis 20 ans, je la connaissais par cœur, ou presque. To the girl that I am. Some answers. What do I do with my life? Na, 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 na. T'aimais vraiment Britney Spears, toi. I can't help the way I feel. Wow. Mais c'est marrant parce qu'en entendant la chanson aujourd'hui, je me souviens de cette chanson à l'époque, mais incapable de sortir un mot de cette chanson, quoi. Ouais, non, après, bon, on avait les paroles aussi, il me semble, qui défilaient dans les sous-titres, Anaïs. non ? Ah, c'est sorti tout seul, alors. Bah, moi, c'est vrai que cet album, je le connaissais par cœur. J'adorais aussi I Love Rock'n'Roll, tout ça. Et celle-là, vraiment, elle était sortie de mon existence et elle est revenue très, très vite. Mais ça fait trop plaisir quand tu réécoutes des vieilles chansons comme ça et tu te rends compte que tu les as pas oubliées, quoi. Et en plus, elle est vraiment bien, je trouve. Ouais. Merci, Britney. Bon, il faut quand même qu'on parle de ce film, et pas uniquement de Britney Spears, même si c'est une De personne ton qui, rapport. voilà, qui a beaucoup compté. Est-ce que tu peux nous résumer Crossroads en 30 secondes ? Alors, Crossroads, c'est l'histoire de Lucy, qui est jouée par Britney Spears, qui est la jeune fille parfaite, l'adolescente parfaite. Elle coche toutes les cases, elle est mignonne comme tout, elle est première de la classe, elle est hyper sage. Et elle renoue avec ses deux meilleures amies d'enfance qui sont parties un peu dans des directions hyper différentes. Il y en a une qui est enceinte et il y en a l'autre qui est un peu une connasse. Qui est la meuf la plus populaire du lycée. Voilà, et qui se comporte un peu comme une connasse. Et elles se retrouvent toutes les trois par des circonstances, voilà, comme ça. Il y en a une des trois qui arrive à convaincre les deux autres de faire un road trip et de traverser toute l'Amérique. Donc, elles sont en en Louisiane. Ouais. Elles sont en Louisiane et elles vont aller jusqu'en Californie. Et en fait, Lucy, elle compte sur ce voyage pour renouer avec sa mère qui habite en Arizona sur le chemin. Et elles sont accompagnées par un mec dont elle pense qu'il a tué quelqu'un, mais elle monte quand même dans sa voiture. Voilà. C'est vrai qu'on savait toutes les deux pas trop à quoi s'attendre avant de le voir. Bah, toi, tu l'avais vu quand même, donc tu savais un peu plus que moi. Ouais, mais moi, je l'ai vu en salle.
Donc honnêtement, j'en gardais pas un souvenir grandiose. Il me semblait même, mon souvenir, c'était que même à 12 ans, j'étais sortie de la salle et je m'étais dit, ouais, bon, c'est pas ouf, quoi. J'aime vraiment beaucoup Britney, mais là, j'ai un peu honte en sortant de la salle d'être allée voir ce truc. Donc je m'attendais pas du tout à un film bien. Et en fait, on a été plutôt surprises toutes les deux. Ah, c'est trop bien. Bah ouais. Pour l'instant, chef-d'œuvre. Hein. Bah ouais, de ouf. Franchement, c'est bien. Hein. J'ai l'impression d'être dans un épisode de Dawson un peu. Ouais, moi j'aime bien. Je pense qu'il y a forcément un effet de compensation, c'est-à-dire que quand on s'attend à une daube monumentale et qu'on a été conditionné sur ça pendant des décennies, on est surprise de voir un film qui est en fait un bon film qui se regarde bien, quoi. Mais Après, tu vois, c'est- Kat, on s'attendait à une daube monumentale et Une nos daube. attentes étaient bien plus élevées par rapport à ce qu'on a vu au final, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film du siècle, mais honnêtement, c'est un film très agréable à regarder, qui était fun. Moi, j'ai passé un super moment. Je trouve qu'au niveau des thèmes, pour l'époque, franchement, ça se tient très, très, très bien. C'est un film sur l'amitié féminine et sur le fait de grandir et de passer à l'âge adulte et les difficultés qu'il peut y avoir avec ça. Moi, j'ai trouvé ça assez charmant, quoi. Ouais, moi aussi, bah, c'est vraiment, je pense, pas le plus mauvais récit initiatique adolescent féminin qu'on ait pu voir, en fait. Non, et puis c'est pas le plus mauvais film qu'on ait vu cette saison, ça c'est sûr. Non, clairement. Et d'ailleurs, en le regardant, au final, on n'a pas tant parlé que ça, parce que on trouvait juste ça sympa à regarder. Ouais. Et il y a des moments émouvants. Enfin, honnêtement, c'est un film qui est quand même parfois légèrement mièvre. Surtout dans la relation avec le mec, quoi. Ouais, voilà. Et qui manque un petit peu, je pense, d'aspérité, qui est très à l'image de Britney Spears, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper charmant et c'est plutôt de qualité, mais en même temps, ça dégage pas non plus un charme inoubliable. Mais c'est vrai que ça se laisse très bien regarder et honnêtement, oui, on s'attendait à bien, bien pire. Et en fait, je pense qu'on sent l'écriture de Shonda Rhimes, qui est quand même maintenant une des plus grandes productrices de télévision, scénariste, qui a créé Grey's Anatomy. Et c'est quelqu'un qui est connu justement pour son intelligence dans l'écriture et pour sa volonté de tordre un petit peu les clichés, de pas aller sur les archétypes les plus faciles. Et là, tout de suite, je trouve que c'est appréciable dans le film de voir que on n'a pas des personnages qui sont si archétypaux. À part Britney, vraiment, je Oui. trouve. Mais par exemple, les personnages de ses amis le sont moins que ce qu'on pourrait penser ou craindre. Ouais, y compris, par exemple, sur le personnage de la mère de Britney, enfin de la mère de Lucy, qui est partie quand Lucy avait 3 ans. Et donc même ça, on a quand même un cliché dans la fiction du père absent, du père qui a abandonné son enfant. Et là, c'est renversé puisque c'est la mère qui est partie. Cette scène, elle est quand même lunaire, quoi. La scène est lunaire, mais en fait, je trouve ça quand même assez intéressant que Shonda Rhimes ait décidé de le faire Oui, dans ce bien sûr, sens-là. ouais. On aurait pu avoir un personnage qui a été bouleversé par un père absent. Oui. Et là, c'est pas du tout le cas. Et après, oui, c'est sûr que la scène est un petit peu compliquée. Mais même le personnage du père, il est protecteur, mais ils ont une grande complicité tous les deux. Enfin, je trouve que le film évite beaucoup, beaucoup de clichés. Et c'est tout à son honneur. En plus de Lucy qui est jouée par Britney, il y a aussi Kit qui est jouée par Zoé Saldana, qui est devenue la fille la plus populaire du lycée alors qu'elles étaient toutes les 3 amies. Et maintenant, elles se parlent plus et elles méprisent un peu ses camarades. Elle est vraiment pas très sympa. On comprend au fur et à mesure du film qu'elle a une relation compliquée avec sa mère et qu'elle a beaucoup de pression autour de ça. Elle a un côté un petit peu snob. Elle veut pas se salir en touchant des choses ou des choses comme ça. C'est un peu ce cliché-là. C'est vraiment C'est la princesse. Ouais, c'est la princesse, quoi. Et elle est fiancée à 17 ans. Ça, c'est un petit peu caricatural quand tu le regardes comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a une qui vit dans une caravane et qui est enceinte à 16 ans. Il y en a une autre qui est fiancée en terminale. Mais en même temps, le film va pas trop jouer là-dessus, de manière misérabiliste. Je trouve que c'est fait de manière assez fine. Elle est en terminale et elle est fiancée, mais ça va pas. C'est vraiment un récit d'apprentissage. Donc, on a 3 personnages féminins qui sont à un tournant, crossroads, dans leur vie. Et donc, forcément, ça part d'un point de départ qui est un petit peu caricatural et elles vont toutes apprendre à s'émanciper et pas seulement Lucy, ce que je trouve très cool. Celle qui est enceinte, c'est Mimi, qui est jouée par Taryn Manning, donc tu l'avais dit, qui est connue aussi pour avoir joué dans Orange is the New Black. Elle est bien enceinte quand on attaque le film. Elle joue tout le temps des white trash, elle. Enfin, vraiment, elle a la gueule de l'emploi, hein. C'est horrible de dire ça, mais elle a vraiment la tête un peu... on te dit, elle vit dans une caravane dans les Appalaches, t'es là, oui, et elle fume du crack. Voilà, je le crois sans souci. Exactement. Sans souci. Elle a un côté assez touchant parce que c'est celle qui essaie de ramener justement le groupe ensemble. Et surtout, elle est enceinte à 17 ans, donc elle est...
tous ses camarades de classe l'humilient au quotidien en lui faisant des remarques là-dessus, la slut-shame aussi en disant qu'elle a couché avec un mec à l'arrière d'une voiture et tout ça. Il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça et on va l'apprendre dans le film, et je trouve que le film a une intelligence aussi à ce niveau-là, quoi. D'ailleurs, honnêtement, je pense que c'est le personnage le plus intéressant du film. Oui, clairement. Parce que c'est la plus surprenante, en fait. Parce que pour le coup, c'est... Même Zaldana, elle tombe un peu dans le cliché quand même de la princesse et tout ça, alors qu'elle, au final... C'est la white trash de Trailer Park, quoi, mais c'est déconstruit très 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 vite et elle est très touchante. Honnêtement, c'est celle dont on creuse le plus la vie intérieure, je pense, dans le film, et qui a le plus de vulnérabilité. Elle est vraiment à fleur de peau. En même temps, elle colle des pains à des mecs quand elle est pas contente. Donc ouais, c'est vraiment un des personnages les plus complexes, je pense, du film, et c'est même un petit peu dommage. C'est d'ailleurs ce qu'a dit la critique du New York Times, que ce soit pas plus développé, enfin, ou que le film se soit pas vraiment focalisé sur elle, parce que Britney Spears à côté oui, est elle est chiante, elle est un peu fadasse. Ouais. Ce qui nous a fait rire, c'est que le film commence sur un flashback quand elles sont gamines, où elles mettent dans une boîte à chaussures un peu tous des trucs qui symbolisent leurs rêves, et elles enterrent cette boîte dans le jardin, et elles se promettent que une fois que le lycée sera fini, quand elles auront 18 ans, elles iront déterrer la boîte pour voir où elles en sont. Et donc le film ensuite poursuit vers ça, c'est comme ça qu'elles reprennent contact. Et donc Zoé Saldana, donc Kit, qui rêvait de se marier, elle avait mis dans la boîte une poupée Barbie habillée en robe de mariée. Et ça nous a fait rire parce qu'on s'est dit, l'autre qui est enceinte, est-ce qu'elle avait mis une poupée enceinte ou je sais pas, genre une vieille échographie dans la boîte, en se disant, je rêve vraiment d'être là le jour de mes 18 ans. My bridal Barbie. She was my wish. Non, non, non. Looks like you're getting your wish. Ma Barbie enceinte. Oui, c'est ça. Il y a aussi un personnage masculin, malheureusement, dont il doit-on faut parler. Doit-on vraiment Tu l'as dit, c'est un mec, c'est un peu le rebelle, mais en même temps, il est un peu sensible au fond de lui. Non, mais c'est le pire rebelle parce que c'est vraiment... Le mec est censé être un assassin, enfin un meurtrier. Oui, sauf que c'est pas un meurtrier, on va le découvrir après, Ouais. c'est-à-dire qu'il a cette réputation au lycée de revenir de prison parce qu'il aurait tué quelqu'un. En fait, on découvre que non, c'est parce qu'il voulait protéger sa belle-sœur. Sa demi-sœur, Ah oui, sa demi-sœur. de son beau-père qui allait la frapper. Du coup, en fait, il l'a prise dans sa voiture et comme il a franchi la limite de l'État, c'était considéré comme un kidnapping. Enfin, c'est vraiment... Ils se sont dit, alors attends, quelle excuse on peut trouver pour qu'il ait été en prison, mais c'est l'excuse la plus honorable possible. clair. C'est Jean Valjean, le mec. Quoi. Enfin, il a volé du pain pour... tu vois ce que je veux dire ? Ouais, sauf que là, c'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment, il a sauvé une femme et c'est pour ça qu'il a été en prison. Fuck le système pénitentiaire. Victor Hugo peut pas tester. Le problème, c'est que ce mec, je vais même pas vous dire par qui il est incarné, parce que je sais pas, j'ai oublié son nom et je l'ai pas noté. Ouais, c'est pas un hasard si c'est la seule personne de ce casting qu'on n'a jamais revu après, quoi. Ouais, il est vraiment insipide, enfin, c'est du bouillon sans sel. Et encore, attends, moi j'aime bien le bouillon. Sans sel ? Ouais, ça va. c'est vraiment une tranche de pain de mie pas grillé, quoi. Et sans bord. Oui, et puis surtout, moi, enfin, si tu veux qu'on continue, j'aime bien le pain de mie pas grillé sans bord. Donc, on peut continuer comme ça sur les comparaisons Bon, il est alimentaires. fade, il est très très fan. C'est bizarre qu'il ait pas eu de carrière, ce monsieur, après. C'est vrai qu'il est si charismatique. Ce qui est marrant, c'est qu'il a des scènes totalement absurdes et il a l'air très agacé par le fait d'être en compagnie de 3 filles pendant tout le film. Bah, parce que c'est un homme. Ouais, c'est ça. Et on a envie de lui dire, mec, nous, on n'a pas envie d'être en ta compagnie non plus, donc reprends ta voiture, là, t'as 2 chevaux et repars en prison et laisse-nous avoir notre road trip féminin sans toi. Et il y a un moment où il dit au personnage de Britney qu'il a vraiment besoin de prendre l'air parce que c'est trop compliqué pour lui, tu vois, toutes ces hormones. Where are you going? Sinon d'aller tuer un mec pour me dépenser un peu. Ouais, non, c'est vraiment insupportable parce c'est son shtick pendant tout le truc. C'est qu'en fait, c'est trop dur pour lui-même. Oh, la musique de fille, non, c'est pas possible. Laissez-moi mettre du rock. Enfin, c'est bon, quoi. Oui, en fait, il fait tout un caca nerveux en plein road trip parce qu'il en peut plus des filles. Et la manière dont il exprime toute sa rage, c'est qu'il claque la portière de la voiture et il va dans le désert et il se met à taper le sable avec son pied. C'est ridicule et vraiment, les hommes ont beaucoup de problèmes dans la vie. Hein. Ouais. I know, stupid question. Jeez, stop! But I'm a guy, okay? I'm a guy. Moi, je suis un homme. A guy. And I have been listening to nothing but girl talk and watching you all do your girl things for days. And I'm not complaining because, let's face it, I'm outnumbered, but... Bah si, là t'es littéralement en train de faire un caca nerveux. Il est nul, lui. Hein.
C'est absolument débile. Ça correspond totalement au cliché de l'époque, hyper genré autour de ce genre de dynamique. Donc bon, voilà, mais c'est vraiment très mal écrit à ce moment-là quand même. Oui. Surtout, c'est décevant de la part de Shonda Rhimes qui a été quand même dans Grey's Anatomy, nous a montré qu'elle pouvait parler des clichés et avoir des personnages un peu problématiques masculins ou des choses comme ça, comme Alex Karev mais de le faire de façon beaucoup plus intelligente. Et là, c'est nul, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment nul. Et surtout, on est censé trouver ça charmant, parce qu'on est censé trouver ce mec charmant, quoi. Bah c'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment aussi un problème d'acteur parce que j'ai tout de suite pensé à Alex Karev et je me suis dit, typiquement, dans Grey's Anatomy, il pouvait faire des blagues comme ça en disant j'en ai marre des meufs Oui. et de vos histoires de meufs et de votre musique de meufs. Mais en fait, on avait Justin Chambers qui était bien plus charismatique et charmant. Et donc, tu acceptes le côté légèrement misogyne mais charmant du personnage. Alors que lui, il est juste mais hyper fade. Mais bon, il fallait qu'il y ait une histoire d'amour, il fallait qu'il y ait une émancipation qui passe par là pour Lucy, puisque, bon, il y a quand même tout le propos du film et autour de sa virginité aussi. Voilà. Donc, Si tu perds pas ta virginité avec un homme, tu n'es pas émancipée. c'est ça. Et comme elle est C'est bien connu. plus une fille, mais pas encore une femme, Il faut qu'elle devienne. voilà. En même temps, tout le film est un petit peu centré sur la chanson I'm Not a Girl, Not yet a woman. voilà, qui était son gros tube de l'époque, qui était un peu aussi... Enfin, en fait, le film était un peu censé faire la promo de cette chanson. L'album est sorti juste avant le film. C'est le principe du film, tu vois. C'est l'idée. Bah, c'est ça. Ce qui est pas du tout étonnant, puisque, en fait, Crossroads, c'était une idée de Britney Spears. Elle voulait faire ses débuts au cinéma et elle voulait raconter cette histoire-là, spécifiquement. Enfin, elle voulait raconter une histoire d'émancipation adolescente qui parle un peu à toutes les jeunes filles qui étaient déjà dans sa fanbase. En plus, il faut savoir que c'était quand même une grosse tendance à l'époque. Il y avait eu Glitter avec Mariah Carey l'année d'avant. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non. Moi non plus. Je me suis quand même épargné ça. Mais pour le coup, le film Glitter était totalement inspiré des débuts de la carrière de chanteuse de Mariah Carey. Et il y avait aussi eu Walk to Remember avec Mandy Moore. Mandy Moore, ouais. Mais alors ça, c'est un peu différent. Un petit peu différent, ouais. Mourante ou un truc comme ça. Bah, c'est un petit peu différent aussi parce que c'était Nicolas Sparks et que Oui, c'était c'est ça. pas entièrement... C'est une adaptation de livre. Mais c'était une chanteuse, Mandy Moore, qui arrivait au cinéma. Et donc, Britney Spears a dû se dire que c'était son moment aussi. Et ensuite, Shonda Rhimes a été ramenée sur le projet pour adapter un petit peu l'idée de Britney Spears et construire un film autour. C'est pas très surprenant que la musique de Britney soit aussi importante dans le film, puisque c'est quand même aussi un petit peu un objet promotionnel. Ah oui, totalement. D'ailleurs, il y a plusieurs parties du film qui sont un peu des clips de ses chansons. Donc, il y a Overprotected qu'on m'a entendu très bien chanter. Il y a I Love Rock'n'Roll qui était aussi sur l'album. Et il y a I'm Not a Girl, Not Yet a Woman qu'on attend un peu pendant tout le film. D'ailleurs, on faisait que chantonner juste une seule phrase de cette chanson en attendant qu'elle arrive. On a attendu très longtemps. I'm not a girl. Did you almost say lifestyle? Voilà. I'm not a girl. C'est parti. I'm not a girl. I'm not a girl. I'm not a girl. Non? Donc, il y a une espèce de crescendo pour arriver à cette chanson. La première scène, elle est dans le désert. Et moi, je pensais que c'était à ce moment-là qu'on allait l'entendre chanter pour la première fois. Mais en fait, on découvre que dans le film, c'est juste un poème que Britney a écrit. Et quel poème. Vraiment, elle a des gros talents. Elle lit son poème à voix haute au repris de justice, là, pendant qu'il joue de la guitare ou un truc comme ça. Enfin, Juste elle lui lit comme ça. Autour du feu, ouais. au milieu du désert, voilà. Ouais. Et elle est là, oui, je peux te lire mon poème. Je ne suis pas une fille, mais pas encore une femme. T'es là, waouh, le poème. On faisait des concours de poésie au lycée, je peux te dire que ça volait à peu près au même niveau. Surtout que Britney Spears n'a pas écrit I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, donc c'est d'autant plus triste. Ils vont se rouler des pelles. D'abord, il va voir que c'est une parolière incroyable. D'ailleurs, c'est Dido qui a écrit cette chanson. Je pense qu'elle a gardé les meilleures chansons pour elle-même, quand même. Clairement. Après, moi, je trouve que c'est pas du tout une mauvaise chanson. Non, mais c'est un peu cheesy. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu mièvre, quand même. Moi, ça me dérange pas, mais disons que quand tu l'entends sans mélodie, telle qu'elle est lue dans cette scène, c'est pas si poétique que ça, en plus. En fait, je pense, mon problème, alors ça, je sais que ça va être très dur à entendre pour toi en tant que fan de Britney Spears, mais je pense que n'importe qui d'autre chanterait cette chanson, je l'accepterais beaucoup plus. Parce qu'en fait, pour moi, Britney Spears, elle a une voix tellement nasillarde et mièvre de nature, en fait. Elle a un côté genre gna gna gna, que ça marche pour moi sur les chansons plus dynamiques de pop, parce que c'est compensé par ça,
par le rythme et tout ça. Mais sur les ballades, c'est insupportable. C'est tellement sucré et dégoulinant de... Oh, je Ouais. peux pas. Alors, pour prendre la défense de Britney Spears, que je trouve un petit peu insipide en tant que chanteuse, et c'est pour ça que, au final, elle n'a pas eu une carrière. Elle a eu énormément de tubes et jusqu'à Toxic, ça allait très bien, mais je veux dire, ça n'a jamais été la plus charismatique. Quand on regarde toutes les pop stars qui ont existé, et, voilà, elle-même disait qu'elle voulait être Madonna sans le côté trash, et du coup, elle a enlevé tout l'intérêt qu'il y avait aussi dans la personnalité publique de Madonna. Mais en ce qui concerne sa voix, c'est une des nombreuses tragédies autour de Britney Spears, c'est qu'elle a été forcée à chanter comme ça, et que Britney Spears, dans quasiment toute sa carrière, n'a pas utilisé sa vraie voix et sa vraie tessiture, et elle a beaucoup plus de coffres que ce qu'on peut entendre. Je sais, il y a des vieilles vidéos d'elle petite qui chantait tout ça, c'est impressionnant. Ouais, et moi je trouve qu'en fait, même dans Crossroads, on l'entend à certains moments, on entend qu'elle a plus de coffres quand elle est en train de juste fredonner d'autres chansons que les siennes. Mais dès que c'est ses chansons à elle, effectivement, on l'a forcée à adopter cette voix-là très nasillarde, qui est la baby voice, qui était censée être un truc un petit peu à la frontière justement entre la sexualisation et le côté très enfantin. Oui, bah ouais. Et c'est vraiment tragique parce qu'elle a plutôt une jolie voix, mais elle l'utilise pas du tout. Le fait d'avoir été forcée, je suis pas sûre complètement, parce que quand même, Britney Spears, elle était très... Enfin, c'est aussi ce qui a été montré... avant sa mise sous tutelle, c'est qu'elle avait beaucoup plus de contrôle sur sa carrière que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'elle était assez, je ne vais pas dire calculatrice parce qu'il y a un sous-entendu négatif, mais en tout cas, elle était très intelligente dans sa façon de construire son personnage et de construire la façon de... Enfin, ses chansons et des choses comme ça, et son image publique et son image de chanteuse. Elle savait aussi ce qu'elle faisait. Par exemple, elle avait un tic, quand tu regardes la plupart de ses clips et tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle dit « the », elle met vraiment sa langue sur sa bouche. Enfin, personne ne fait ça. T'as pas besoin de faire ça quand tu dis the. Moi, je l'imitais quand j'étais petite. Ça m'étonne pas. Mais du coup, c'était un truc évidemment de sexualisation. C'est-à-dire qu'elle était très intelligente pour prendre des petits codes comme ça, qui allaient évidemment rendre fou plein de gens et qui allaient être remarqués, tout en, on peut pas la taxer justement de vulgarité ou de sursexualisation, parce qu'elle joue sur cette ligne justement. Mais je pense que son choix de voix ou des choses comme ça, elle était dans le contrôle quand même de son image pendant longtemps. Oui, en tout cas, elle y a sans doute participé, ou elle a donné son aval, et elle s'est entraînée, elle a bossé pour modifier un petit peu sa voix, mais c'est triste parce que du coup, elle a jamais vraiment utilisé son coffre, et en plus, sa manière de chanter en utilisant cette baby voice a abîmé sa voix, parce que c'est une méthode qui n'exige pas de technique professionnelle, et c'est pour ça qu'elle s'est mise à faire du playback très vite, parce que sinon c'était trop douloureux pour elle. Donc c'est quand même dingue de se dire que on avait une chanteuse qui avait vraiment beaucoup de talent et qui n'utilise pas pleinement son talent quand elle chante, et en plus c'est ça qui la rend un petit peu insipide aussi à l'oral quand on l'écoute. D'ailleurs, en fait, ça c'est un truc dont je voulais parler, parce que j'ai écrit un article sur le sujet au moment de la sortie de son livre, sur l'image de sexualisation et d'infantilisation qu'a eu Britney pendant toute sa carrière, dont elle a essayé de se départir à un moment, un peu juste après Crossroads, en fait, au moment de I'm a Slave for You, et puis après quand elle avait fait aussi, quand elle avait fait Toxic, en fait. Où elle s'est beaucoup plus sexualisée, elle a essayé de devenir adulte, et ça, les gens l'ont pas supporté. C'est-à-dire que ce qui plaisait, c'était justement cette entre-deux, entre l'image, la première image qu'on a de Britney Spears quand elle apparaît sur la scène médiatique, c'est elle en écolière, c'est elle qui avait choisi cette tenue d'ailleurs. Ils voulaient la mettre dans une autre tenue, c'est elle qui a insisté pour avoir ça. Et c'est en écolière avec le soutien-gorge apparent. Quand elle fait la une de Rolling Stone, elle est en soutien-gorge en satin, mais elle a un nounours sous le bras et un téléphone rose sous l'oreille. Ça joue totalement des clichés de la sexualisation hyper problématique des adolescentes, voire même des préadolescentes. Et elle a beaucoup joué sur ça, et ça a été... mais pas qu'elle, c'est-à-dire que médiatiquement, tout le phénomène autour d'elle a joué là-dessus, quoi. Et il y avait une innocence feinte, par exemple, même dans Oops, I Did It Again. Elle aimait bien jouer là-dessus à chaque fois dans ses paroles et tout, et c'est au moment où elle a vraiment voulu devenir adulte et s'assumer comme un être sexué, sexuel, qui n'avait plus d'infantilisation là-dedans, qu'elle a été mise sous tutelle, et que du coup, son infantilisation s'est poursuivie, mais de façon forcée, quoi. Et aujourd'hui, quand tu vois ces vidéos, elle a toujours cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un truc où tu te dis, les vidéos qu'elle poste sur Instagram, maintenant qu'elle est plus sous tutelle et tout ça, tu peux pas t'empêcher de te dire, oulala, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va bien? Et même ses fans ont commencé, la dernière fois, elle avait dansé avec des couteaux sur Instagram, ses fans ont appelé la police
La police est venue chez elle pour vérifier qu'elle allait bien parce que des fans avaient appelé, ce qui est quand même hyper infantilisant en fait. C'est-à-dire que tout le monde est tout le temps en train de se demander si elle est assez mûre et en capacité de prendre soin d'elle-même. Et tout ça, ça vient quand même de cet ADN d'image de petite fille sexualisée, quoi, et qui est très présente dans ce film. La première scène où on la découvre, elle est en train de danser en petite tenue dans sa chambre. Il y a toujours ce truc un peu, elle a des blouses blanches très innocentes et en même temps, on lui dit « Ah ben non, pour ce truc, il va falloir que tu t'habilles différemment. » Et là, d'un coup, elle est ultra sexualisée. Et elle joue toujours sur ce côté un peu de la petite fille parfaite, très pure, très virginale, qui va à l'église tous les dimanches. Et de l'autre, d'une jeune fille qui sait très bien jouer de ses atouts et qui est très sexualisée au final, quoi. Ouais, c'est aussi pour ça que je vois Crossroads aussi comme un outil promotionnel, parce qu'en fait, c'est un film qui tentait volontairement de cristalliser l'image de Britney Spears telle qu'elle avait été construite et telle qu'elle voulait la conserver à ce moment-là. Comme tu le dis, de fille parfaite, où elle, dans ses interviews, elle parlait tout le temps de Dieu. Enfin, c'était, elle était religieuse. Puis elle était censée être vierge, hein. C'était aussi l'image... Et le truc dont on parlait le plus à l'époque autour de Britney Spears, à l'époque précise de Crossroads, c'était justement si elle était vierge ou pas. Elle était en couple avec Justin Timberlake et moi je me souviens, enfin j'imagine que toi aussi. Ah oui. Y compris dans les tabloïds français et les One et compagnie, tout tournait autour de est-ce qu'ils ont couché ensemble ou pas, parce que eux deux disaient qu'ils voulaient rester vierges et qu'ils n'avaient pas couché ensemble, mais en même temps ils étaient en couple depuis longtemps, tout ça. Tout le monde spéculait sur leur vie sexuelle. Elle avait même droit à des questions pendant des conférences de presse ou des choses comme ça sur sa sexualité alors qu'elle avait 17 ans, quoi. Mais en fait, ils se sont retrouvés piégés par ça parce qu'elle a dit qu'elle voulait rester vierge jusqu'au mariage et ensuite, toute la mécanique autour de elle et Justin Timberlake s'est emballée. Tout le monde se doutait quand même qu'ils avaient sans doute couché ensemble, mais elle pouvait plus faire marche arrière parce que ça aurait contredit cette image qu'elle avait bâtie aussi de jeune fille pure. Et donc, elle s'est retrouvée dans un truc hyper complexe. Et là, évidemment, arrive un film sur I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, où elle est vraiment prise entre les deux et son rapport au sexe dans le film est hyper apaisé et pur, justement. Et elle attend vraiment d'être avec le bon garçon pour que ça se fasse. Mais c'est vraiment fou parce que tout ça a été cristallisé à cette période et ça me rend limite un peu triste parce que juste après, en fait, quelques semaines après la sortie de Crossroads, la rupture avec Justin Timberlake a été annoncée et c'est là que ça commence à dégringoler. C'est-à-dire que là, il y a eu des révélations sur le fait qu'il avait couché avec elle, quoi. Voilà, et non seulement qu'il avait couché avec elle, mais qu'elle l'aurait trompé, enfin qu'elle avait une activité sexuelle qui était vraiment existante, quoi. Qui était existante, tout simplement, voilà. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cry Me a River, et donc c'est vraiment parti dans ce que nous on a vu aussi à l'adolescence, la spirale de Britney où tu te dis elle a fait toxique et puis très rapidement ça a dégringolé. Oui, il y a eu vraiment l'attention des médias et des paparazzis. Il y a eu aussi le fait qu'elle a été diabolisée, c'est-à-dire et diabolisée par Timberlake et par les médias aussi, parce qu'elle avait bâti cette image de pureté qui, en même temps, était hyper émoustillante pour beaucoup d'hommes. Et d'un coup, ils ont retourné ça contre elle au moment où elle a essayé de s'assumer pleinement à l'âge adulte, quoi. Donc, Et c'est fou parce que vraiment, Crossroads, qui encore une fois est titré pour parler de ce moment un peu charnière dans la vie d'une jeune fille, c'est aussi vraiment un moment charnière dans la vie et la carrière de Britney Spears. C'est la fin du fandom autour de Britney Spears sans aucune aspérité, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment là aussi que je pense que j'ai arrêté d'être fan ou que je suis devenue de moins en moins fan. Ça correspondait aussi à mon âge. Voilà, après, j'ai eu 12, 13 ans. Je m'y intéressais moins, même si j'ai continué à bien l'aimer pendant un petit bout de temps et je l'aime toujours. Mais c'est vrai qu'elle en était à son 3e album. Les 2 premiers sont des cartons absolus. Le 3e a très bien marché aussi, mais on arrive sur la période Slave for You qui est un petit peu plus compliquée. On arrive 1 an après Crossroads au roulage de pelle avec Madonna au MTV Video Awards. Et donc, on arrive, comme tu le dis, à quelque chose de plus ambivalent, où même elle, on sent qu'elle est en train d'osciller entre les deux. Elle sait plus trop si elle doit être la vierge ou la putain. Ouais, ça brise un petit peu le cœur de voir ce film qui a un petit peu mis ça sous cloche. Et en plus, il y a une scène où elle et ses copines chantent une chanson de NSYNC. Oui. Donc ça fait hyper bizarre de revoir ça. Je m'en souvenais plus du tout. Et d'ailleurs, on va l'entendre dans cette scène. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'on entend un petit peu plus son coffre. Et tu te dis, elle chante mieux que Justin Timberlake, en fait. So I'm leaving you behind. Bye, bye, bye. Maybe it's time now. Bye, 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 baby. Qu'est-ce qu'on pense de l'écriture de ce film ?
c'est marrant parce que par plein d'aspects, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amitié féminine, sur la façon dont ça renverse certains clichés, je trouve que c'est vraiment bien écrit en fait et que c'est intéressant. Par d'autres moments, c'est cata quoi. C'est-à-dire que les trucs, surtout les moments, oui, un peu de cœur à cœur avec le mec, c'est vraiment j'ai envie de m'arracher les yeux et les oreilles. C'est très niais. Ouais. Et la scène avec sa mère, c'est pas possible en fait. C'est génialissime. En même temps, là, on est vraiment sur quelque camp, chose quoi. Ouais, voilà, d'assez rigolo. C'est-à-dire que sa mère, qui l'a abandonnée quand elle avait 3 ans, donc elle l'a jamais vraiment connue, elle décide de se pointer chez elle. Et, Avec ses valises, hein. Ouais, c'est ça. Déjà, elle a son adresse, ce qui est plutôt bien, parce que tu peux te dire, bon, ça veut dire qu'il y a eu un minimum de contact à un moment, puisqu'elle vit dans un autre état. Et donc, elle décide de se pointer chez elle. Ses amis la déposent. Elle sort avec sa valise et elle dit bon bah salut, vous allez à Los Angeles, et puis moi bah je vais voir ma mère. Et tu te dis mais meuf, t'es sûre que ça va bien se passer cette histoire, parce que elle est partie il y a 15 ans. Et surprise, surprise, ça ne se passe pas très bien. Ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est que donc sa mère est jouée par Kim Cattrall, Samantha Jones dans Sex and the City, qui ouvre la porte et qui n'est absolument pas surprise de voir sa fille, qui est là. Ah, c'est toi. Bon bah rentre. Ok. Ouais, c'est ça. Elle a pas Entre, vu sa vie depuis. Tu veux boire quelque 15 ans. chose? Je te fais un café. Ouais. Et ça va très très vite. Et ensuite, on voit juste ça. Et plus tard, on nous dit que ce qu'elle lui a dit à sa fille, horrible. c'est C'est pas possible, j'ai en jamais fait. voulu t'avoir et ton père m'a forcé à t'avoir. Ouais. C'est d'une cruauté horrible. Ouais, et puis là, du coup, une écriture qui donne un petit coup du lapin quand même. Oui, bah, tu sens que c'est un peu, ils ont voulu expédier ça, ils se sont dit, bon, allez, elle a vu sa mère, c'est bon, il faut que ce soit un peu traumatisant, comme ça, elle se retrouve dans les bras de l'autre. Elle est quand même très très certaine de, Rester chez sa mère qui l'a abandonnée quand elle avait 3 ans. voilà, de la volonté de sa mère de l'avoir. Elle arrive littéralement avec ses bagages. Salut maman, je vais vivre avec toi maintenant. Quoi? Bon, quand même, elle lui a pas dit ça. C'est un peu rude quand même. C'est clair. T'imagines, t'as pas vu ta mère depuis 15 ans. Enfin, clair. je me dis, elle prendrait un peu plus des pincettes, elle lui dirait, écoute, ma vie est très compliquée, j'ai tourné cette page. Elle lui dirait pas, bon, t'es une erreur, en fait. On m'a forcé à C'est clair. t'avoir, c'est une horreur. Je voulais vraiment pas voir ta tronche, donc dégage, quoi. Ouais. À l'inverse, tu en parlais au tout début de l'épisode, c'est assez remarquable à quel point le film essaie d'aborder des thématiques qui sont dures et qui sont assez tabous encore dans la pop culture américaine, et qu'il était encore plus il y a 20 ans, notamment la question du viol, puisqu'on découvre que Mimi est enceinte, non pas parce qu'elle a couché avec son mec de l'époque, avec qui elle n'est plus, mais parce qu'elle a été violée lors d'une soirée. Et on découvrira en plus, plot twist, qu'elle a été violée par le mec de Kit, avec qui Kit est fiancé. Zoé Saldana, du Ouais. coup, ouais. D'ailleurs, tu as compris ce twist assez vite, puisque tu restes encore la redoutable inspectrice Marie Cooper. Ouais, c'était pas très difficile. Bah écoute, moi, en tout cas, j'étais pas en train d'essayer de chercher, tu vois, à résoudre On un a mystère. déjà établi que c'était ça le problème, Anne. Pour moi, c'était pas un whodunit, tu vois, genre qui l'a mise enceinte. Donc du coup, je me suis pas trop posé la question. Non, mais il y a des Mais gros, tu avais raison. il y a des gros plans sur genre quand Kit parle de son mec, t'as des gros plans sur Mimi qui la regarde genre ah ouais d'accord. Oui, ok, bah, c'est de enfin. plus en plus évident, et clairement, il y a plein de petits moments. Mais je trouve que c'est fait quand même de manière assez fine, Non, aussi surtout dans ce la qui est mise en cool, scène. c'est qu'elles se soutiennent en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout utilisé comme un argument pour les séparer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Kit, elle comprend en fait que son mec est un salopard qui a fait ça. Et elle est pas du tout en train d'essayer de légitimer ou d'accabler sa pote en se disant bah, que c'est elle qui l'a tenté. Enfin, comme on a pu voir dans d'autres films, quoi. Alors que là, c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais, et puis en fait, bah, il y a plein de très jolies scènes de complicité féminine où elles chantent tout ensemble dans la voiture. Et là, ses copines apprennent que Mimi a été violée au lendemain d'une nuit blanche où elles ont fait une soirée pyjama, en fait. Donc ça aussi, c'est hyper plaisant. Enfin, je me suis rendu compte en voyant le film qu'on voit pas souvent ce genre de scène au cinéma, alors que c'est un truc un peu incontournable dans l'adolescence de n'importe quelle meuf, je pense. Et donc le matin, elles sont en train de parler de ça, elles ont une conversation à cœur ouvert, et ce que je trouve assez fort, c'est que Mimi dit mais tu sais, ça arrive à vraiment beaucoup de filles. Et ça, bah, c'est vrai qu'on se dit, dans un film sur et par et pour Britney Spears, ils n'étaient pas obligés de parler, non seulement de parler de viol, mais en plus de dire que c'est quelque chose d'extrêmement courant et que c'était pas un mec caché dans un buisson, mais qu'au final, c'était le fiancé d'une autre meuf. Et ça, bah, encore une fois, je pense qu'on peut saluer Shonda Rhimes Oui, bah, clairement. ouais, pour avoir réussi à caser ça. Et c'est hyper bien fait. Mimi, qui au final perd son enfant au moment de la confrontation justement avec le mec de Kit, elle tombe dans les escaliers et elle perd son enfant, ce qui est quand même
assez pratique. Oui. Parce qu'elle ne va pas se retrouver mère célibataire à 18 ans. Ce qui aurait été un petit peu une fin merdique pour elle, visiblement, dans ce film, quoi. Alors que là, bon, elle repart plus enceinte. C'est ça. Bon débarras. D'ailleurs, c'est ce qu'on C'est s'est horrible. dit en regardant la scène. Oh non! Oh non! Elle va perdre le bébé qu'elle ne voulait pas. Trop bien. Comme ça, tout sauf l'avortement. Ça va, elle a juste perdu son enfant, c'est parfait. Tout est bien qui finit bien, Mimi. C'est horrible. C'est horrible. On est un Mais petit c'est peu vraiment dark, mais c'est dans le contexte de ce film. oui, c'est ça. Et dans le contexte de la pop culture américaine, c'est-à-dire qu'on en a déjà énormément parlé dans ce podcast et dans PIC TV. L'avortement, historiquement, aux États-Unis, a été très peu montré dans la fiction. Ça a toujours été très, très, très compliqué. Et donc, il y a plein d'œuvres dans lesquelles toutes les options sont envisagées, sauf l'avortement. On en a parlé pour Gilmore Girls, où, pareil, il y a une adolescente qui tombe enceinte et c'est tout de suite, comment tu vas faire pour les élever? On se pose même pas la question. Et là, c'est très pratique. On n'a pas parlé d'avortement, qui est un sujet qui met en rogne énormément d'Américains conservateurs, puisqu'elle perd le bébé de manière, entre guillemets, naturelle. Et là aussi, je trouve ça assez frappant de revoir le film maintenant, parce qu'on sait à quel point parler d'avortement ouvertement dans ses œuvres, c'était important pour Shonda Rhimes. Ouais. Dans Grey's Anatomy, voilà, elle a bousculé énormément de représentations en réussissant enfin à en parler, notamment avec le personnage de Christina, alors qu'elle avait eu des frustrations au début de sa carrière. Elle en avait parlé, elle avait dit on ne m'interdisait de représenter un avortement. Et donc là, quand on voit Crossroads aujourd'hui, qui était aussi un peu au début de sa carrière, on se dit que déjà c'était quelque chose qui avait sans doute dû la travailler. Ah oui, totalement. Et parce que là, au début, quand on rencontre Mimi, elle veut donner son enfant pour l'adoption. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils nous font un petit coup une fois qu'elle a perdu l'enfant, elle dit « Je venais tout juste 3 minutes plus tôt de décider de le garder au final, donc c'est hyper triste. » C'est clair. Bien joué. Il y a un autre moment qui est très pratique, dont on n'a pas parlé, alors que c'est un peu le moment pivot du film. C'est le moment où on réalise que Britney est une chanteuse incroyable. Enfin, Lucy, excusez-moi. Ils ont plus d'argent pour faire leur road trip parce que la voiture est tombée en panne. Et ils décident de s'arrêter à la Nouvelle-Orléans et de faire une sorte de scène ouverte à laquelle ils s'introduisent très facilement. Elles sont backstage, elles ont même l'horloge. Ouais, c'est y a ça. pas Elles de ont problème. l'horloge rien que pour toutes les Ces trois. 3 adolescentes Elles qui ont n'ont des pas le droit de tenues. boire normalement, sont dans ce bar. C'est ça, elles ont des tenues, on ne sait pas où elles les ont trouvées, Non. on ne sait pas comment Britney s'est gaufré les cheveux entre le début du voyage et ce moment-là. Après, je veux bien croire qu'une adolescente à cette époque ait emmené sa gaufreuse sur son C'est vrai. road trip. C'est possible. Et donc, Mimi est censée être la star chanteuse du groupe, puisque c'est elle qui veut faire une audition à Los Angeles. Mais évidemment, elle perd ses moyens une fois qu'elles sont sur scène. Et là, qui doit intervenir à la dernière minute pour sauver tout le monde? C'est Lucy. Forcément, on a vu un peu ce genre de truc dans Burlesque aussi. Et d'ailleurs, mais Burlesque imite évidemment Crossroads. C'est ça. Il y avait même un côté décevant dans Burlesque où on s'était dit ils auraient pu mieux le faire. Ouais. Et là, ça fonctionne plutôt bien. En plus, elles sont censées chanter I Love Rock'n'Roll de Joan Jett et on a une révélation sous nos yeux. On voit Britney qui sait chanter. Ouais. Une star aimée. Ouais. 2 choses. Déjà, c'est trop la honte, mais c'est grâce à l'interprétation de Britney Spears de cette chanson que j'ai découvert I Love Rock'n'Roll. Moi aussi. Et ensuite... Tous les chemins mènent à la culture. C'est ça. Et franchement, une fois qu'on a entendu la version de Joan Jett, c'est quand même très très difficile d'entendre celle de Britney Spears. Ah oui, surtout là les petits scratchs pour bien te montrer que c'est une reprise et que c'est pas la version originale. On a modernisé un petit peu. Non, mais puis en plus c'est aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que elle prend sa voix langoureuse et très sexualisée pour chanter une chanson qui est quand même un hymne justement d'une femme qui est beaucoup moins dans une espèce de féminité exacerbée, dans une sexualisation d'elle-même. Au contraire, il y a quelque chose d'assez agressif et c'est ça qui est hyper grisant. Ouais. Et là, c'est complètement enlevé et retiré par l'interprétation de Britney Spears qui fait de ça
Ouais, une chanson un peu mielleuse, quoi. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est intéressant. Enfin, on peut faire un parallèle avec les Runaways et le fait que, enfin, elles ont aussi été confrontées à une sexualisation. Et donc, c'est intéressant d'avoir choisi de reprendre cette chanson-là. Mais oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de rock'n'roll dans l'interprétation de Britney. D'ailleurs, pour moi, c'était peut-être le plus gros point fort du film, c'est la bande son. Ouais, je parle pas de NSYNC, mais je parle de Shania Twain. Alors, NSYNC, c'est très bien aussi. Hein. Ah, moi, j'avoue, je connais vraiment très très mal. J'écoutais pas du tout à l'époque. Bah, Bye Bye Bye, c'est très cool. Ok. Mais du coup, Shania Twain, Sheryl Crow, John Jett, du coup, et Madonna. Donc, on a du très lourd. Ouais, franchement. Je me suis fait une petite playlist après Crossroads que j'ai écoutée pendant plusieurs jours. On a passé tout le film à chanter, en fait. Ouais. Rien que pour ça, c'était chouette. Il faut qu'on raconte la fin quand même. Elle finit par arriver à Los Angeles, puisque bon, ça s'est mal passé avec sa mère. Son père vient. Elle nique avec l'autre d'abord, son père vient, et après son père lui dit « Tu repars là où tu es », parce que son père, il veut qu'elle réussisse, donc il lui dit « Tu repars avec moi à Louisiane », et elle est là « Je suis obligée de repartir avec lui parce que je dois être une bonne fille ». Et au final, elle dit « Non, désolée, je ne peux pas, je dois aller retrouver mon loser de nouveau petit ami qui a passé 3 ans en prison ». Et surtout, elle passe une audition, l'audition qui était destinée à Mimi, à la base, et évidemment, elle casse tout, et c'est le début d'une grande carrière. Ils ont pas pu s'en empêcher, quoi. Attendez, j'ai encore des restes de Slave for You, là, on va les teindre en rose. Ça passe. Les manches, il y a assez dans les manches pour faire des draps. T'as vu ces manches? Comment tu t'essuies avec ça? Peut-être que tu t'essuies avec ça. C'est ça. C'est vrai que comment tu vas aux toilettes quand tu penses ça? J'ai pensé à tout. Oui, puisque évidemment, elle chante I'm Not a Girl, Not Yet a Woman à la fin pour son audition, qui a été mise en musique par son loser de mec. Et voilà, c'est un gros carton. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! C'était très surprenant pour nous de voir à quel point ce film était pas mauvais du tout. Parce que, tu l'as dit, la critique a pas été tendre à l'époque. Et puis, il y avait un truc un peu dans l'air où on partait du principe que c'était pas très bien. Aujourd'hui, le film a 15% sur Rotten Tomatoes, 1,5 sur Allociné. Je pense que c'est les pires notes de tous les films dont on a parlé depuis le début de la saison. Mais c'est vraiment fou parce que le film est pas mauvais du tout. Mais on revient à une thématique très récurrente dans cette saison. C'est que quand il y a une star de la pop dans un film, que ce soit Paris Hilton, ou Rihanna ou Britney, tout de suite, le film mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de mépris et de dérision. Oui, puis il y a aussi le fait que ce soit un film très, très féminin quand même, donc ce qui aide jamais aussi. C'est ça, et je suis d'accord sur le fait que le film est honnêtement, c'est pas non plus un excellent film, mais c'est un bon teen movie adolescent. Bah, en fait, c'est bien mieux par exemple que Comme Cendrillon. Ouais, je suis d'accord. Et même en termes de réalisation, moi en regardant le film, je trouvais qu'il se défendait vraiment en fait non, visuellement. C'est pas désagréable. Hein. Ouais, non, c'est ça. Et puis c'est pas, t'as pas l'œil du tout. On est plus en fait dans les codes du film indé. Ouais. D'ailleurs, c'est un film qui a été fait avec 12 millions de dollars, donc c'est vraiment pas un gros budget, et qui a eu du succès au box-office puisqu'il a récolté plus de 60 millions. Donc c'était pas un énorme carton, mais il a très bien marché au box-office. Pour la critique, on va voir qu'il y avait quand même pas mal de mépris. Le film a été forcément qualifié de mièvre. Le Chicago Tribune a écrit « Britney Spears livre une performance avec la même sincérité que pour une pub Pepsi, sauf que le film contient 2 fois plus de calories sucrées. » Moi, c'est là que je trouve qu'il y a de la mauvaise foi parce qu'elle joue bien. Ouais. Pas mauvaise. Et en fait, elle a vachement été critiquée sur sa performance. Et là, tu sens que c'était juste facile, quoi. Il y a eu pas mal de sexisme dans les critiques. TV Guide, par exemple, a écrit « Les messages alambiqués du film sur l'empouvoirment féminin passeront sans doute inaperçus, vu que même les ados de 11 ans sont capables de reconnaître que le pouvoir de Britney Spears réside avant tout dans son torse. » Côté français, c'est pas mieux, puisqu'on a navet stéréotypé et puéril, alors qu'on l'a dit, c'est pas si stéréotypé que ça. Tambouille insipide. Que retenir de ce navet pathétique ? Premièrement, et au risque de décevoir les nombreux fans de la star, Britney est gaulée comme un Gérard Jugnot dans Les Bronzés. Courte sur pattes, seins ridicules, cul indécemment large et cuisses de footballeur. Ça, c'est Chronic Art. Il y en a quand même quelques-uns qui ont été assez indulgents en France parce qu'ils disaient c'est pour les ados. Donc en fait, c'est un peu nul, mais voilà. Par exemple, Le Parisien a écrit « Les pré-ados devraient passer un moment sympa, pour les autres, mieux vaut s'abstenir ». Et Première, que tu lisais à l'époque, a écrit « Si certains auront la franchise d'avouer qu'ils sont trop vieux pour ces conneries, d'autres, beaucoup plus jeunes, y trouveront probablement leur compte. Ça tombe bien, c'est à eux que le film s'adresse. » C'est bien. Voilà. Mais pour moi, la meilleure critique, c'est celle du New York Times.
Il y a un passage notamment où ils disent « Le style de jeu de Mademoiselle Spears est exactement ce que l'on peut attendre de cette performeuse hautement disciplinée et formée dès sa jeune enfance à être une séduisante machine à divertissement humaine. » Oui, c'est vrai. Et pour moi, leur meilleur résumé, c'est quand ils parlent du personnage de Mimi. Ils disent que le film est un mélange inconfortable entre le projet phare d'une star fait sur mesure et quelque chose de potentiellement plus fluide et plus osé. Le film, qui n'a pas été fait, s'attaque à des sujets aussi âpres que la grossesse adolescente et le viol. Et dans les moments où Crossroads se détache de la star pour se focaliser sur Mimi et ses problèmes, on entreaperçoit des bribes de ce que le film aurait pu être. Mais avant de vraiment sonder ces thématiques, Crossroads se dépêche de revenir admirer Mademoiselle Spears. Et dès qu'il le fait, son piquant est immédiatement coupé par de réconfortantes cuillerées de glace vanille, allégées évidemment. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Évidemment, le film a été nommé à de nombreux Razzie Awards et a gagné le Razzie Award de la pire actrice pour Britney Spears et de la pire musique pour I'm Not a Girl, ce qui est vraiment pas sympa du tout. Il faut quand même qu'on s'exerce à notre pratique habituelle, lister 3 qualités et 3 défauts du film. Je pense qu'on a listé pas mal de qualités déjà. Ouais. Donc on devrait peut-être essayer de lister juste 3 défauts. Bah, le mec. C'est vrai. La scène de perte de virginité. Ouais, l'histoire d'amour en général. En fait, ce film aurait été bien mieux s'il n'y avait pas eu de mec ou d'histoire d'amour. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou Shna? Navet ou chef-d'œuvre? Ni l'un ni l'autre, mais plus du côté chef-d'œuvre que du côté navet. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je le reverrai avec plaisir. Sur le 400 mètres, il est... Il est à 0. Ouais, ou à 1, quoi. Ouais. Pour la scène avec la mère qui est incompréhensible. C'est ça. Mais elle est divertissante au moins. Ouais. Et elle a la politesse de pas durer très longtemps. Ça, c'est sûr. Mais c'est presque un problème, en l'occurrence. Parce que, savoir que sa mère lui a dit que c'était une erreur, mais ne pas le voir à l'écran, c'est quand même c'est compliqué. C'est vrai, surtout quand t'as Kim Cattrall qui aurait pu faire un excellent boulot là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Crossroads, le film est disponible à la location sur Apple. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, j'ai très honte, mais c'est le dernier blind spot culturel, je pense qu'il me reste à explorer. Marie me fait découvrir Le Gendarme de Saint-Tropez, que je n'ai jamais vu. Alors, le blind spot culturel, c'est pas Le Gendarme de Saint-Tropez, c'est que tu n'as jamais vu un seul film avec Louis de Funès. Non, c'est ça. Parce que j'ai vu trop de compiles à la télé, genre le 31 décembre. Et j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu, et donc j'ai jamais vraiment cherché à voir les films en entier. Absolument rien vu. Ça va te faire tellement rire, Anaïs. J'espère. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où l'on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Et vous pouvez aussi évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Salut! Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. T'aimais bien 4 filles indiennes? Je l'avais pas vu à l'époque, je l'ai vu beaucoup plus tard. Mais le livre. Je l'ai pas lu. Waouh. That's when I realized Oh I'm not a girl. Nails bite me. my.